Le début de cette section va se consacrer à détailler la formation de la couche d'alumine. Il faut comprendre qu'il y a deux phénomènes qui ont lieu en parallèle, soit bien entendu l'oxydation de l'aluminium à l'interface par le passage du courant et par la création d'oxygène comme on l'a décrit dans la présentation précédente. Mais il y a aussi le phénomène de dissolution par l'acide, la dissolution de la couche, d'une partie de la couche d'alumine. Nous allons donc décrire en détail de quelle façon ces deux phénomènes-là vont interagir l'un avec l'autre. Euh, et aussi, ce qui est important aussi d'observer, c'est que l'alumine est un matériel qui a une densité inférieure à celle de l'aluminium. Donc, lorsque on réalise une anodisation, il y a un certain gain de volume des pièces anodisées qui peut être important à tenir en compte lorsque les pièces anodisées doivent avoir des tolérances dimensionnelles serrées dans des assemblages mécaniques, par exemple. Donc, je vais décrire un peu la manière dont la couche d'oxyde s'amorce et croît lors de l'application du courant. Donc, dès justement l'application du courant, la formation d'une couche d'oxyde possédant plusieurs points d'attaque, euh, donc ce qui correspond à toute fin pratique au pore, dû à la dissolution du film par l'électrolyte. Donc, on va assister à la présence de points au centre de zones de construction d'alumine qui vont être plus faibles euh, face à la résistance à la dissolution. Donc, ces points d'alumine vont donc être dissous au fur et à mesure qu'elles vont tendre à croître. Et autour de ces pores, de ces points d'attaque, l'alumine est beaucoup plus résistante à l'acide, de sorte que ça va lui permettre de se construire. Ce qu'il est important de comprendre et de se rendre compte, c'est qu'à première vue, la création de pores peut représenter un inconvénient de la construction de la couche d'alumine, mais il faut se rendre compte que l'existence, la création de ces pores sont extrêmement très importantes parce que c'est ces points euh, précis euh, où lequel l'alumine ne se forme pas, qui permet la poursuite du passage du courant et donc la poursuite des réactions permettant la construction, la création d'alumine et son évolution. Donc, ces pores-là vont assurer le passage du courant entre le métal électrolyte et aussi l'apport en oxygène, de sorte que, en réalité, la couche d'alumine va se construire à partir des points de pore de l'extérieur vers l'intérieur. Et malgré que la réaction d'oxydation ait toujours lieu à l'intérieur de la couche d'alumine, il va jusqu'à un certain point avoir la réaction de dissolution de cette couche d'alumine-là par l'acide qui va être assurée jusqu'à un certain point, savoir comme effet de garder approfondi le pore de manière à ce que le métal, le contact métal-électrolyte puisse se faire à certains points et donc au courant et aux réactions d'oxydation de se produire. L'image que vous voyez ici représente une vue de plan de la construction de la couche d'alumine. Donc vous voyez des cercles
euh, avec à leurs points centraux une représentation des pores. Donc vous voyez les points au centre de chacun des cercles représentent des zones dans lesquelles la couche d'alumine est de très faible épaisseur, donc des pores, et autour desquels l'alumine se construit et est beaucoup plus épaisse. Donc je rappelle l'importance de la présence de ces pores, c'est ce qui va permettre le passage du courant et c'est à la paroi de ces pores-là que la couche d'alumine va se construire et que les réactions et où lesquelles les réactions d'oxydation auront lieu. Une autre image ici permet de mieux comprendre un peu la configuration que prend l'alumine au niveau de sa structure de construction en hexagone avec au centre les pores. Donc, vous avez en plus de la vue de plan ou de dessus de la couche d'alumine, vous avez ici le profil, la vue de côté de la couche d'alumine. Donc, vous voyez bien qu'on a affaire, on fait face à une espèce de configuration en rempart. Euh, et donc, vous avez les sommets qui correspondent à l'alumine qui est construite et vous avez les vallées, les fortes vallées très profondes pour lesquelles correspond une épaisseur d'alumine très faible appuyée sur le métal de base de l'aluminium. Donc, ce sont les pores, autrement dit, qui correspondent aux vallées très profondes et c'est la présence de ces pores-là qui permettent un certain niveau de courant de s'établir et euh, de finalement permettre la construction, la fabrication de la couche d'alumine sur les parois des pores. C'est un peu comme si la couche d'alumine était un édifice qu'on construisait et qui prenait de la hauteur, mais aussi en largeur. Donc, c'est dans les deux sens que l'alumine va se construire à partir de l'intérieur des pores. Ce que vous voyez ici est une image importante parce qu'elle permet de très bien expliquer la lutte qui s'établit entre la vitesse de réaction d'oxydation de l'aluminium pour la formation de l'alumine et aussi la réaction de dissolution de cette couche d'alumine-là attaquée par l'acide de la solution de l'électrolyte. Donc, vous voyez ici deux images qui représentent chacune d'elles des couches d'alumine qui ont été fabriquées dans des conditions différentes. Euh, Si l'électrolyte est peu attaquant, donc exerce un pouvoir minime de dissolution et que c'est la vitesse d'oxydation et de construction d'alumine qui prend avantage, nous allons obtenir au résultat final une couche d'alumine beaucoup plus compacte. Donc, vous observez l'image de gauche, les pores sont beaucoup plus étroits et les couches d'alumine, les ondes en hexagone sont plus régulières, plus droites, plus parallèles. Donc, on a ici une couche qui est plus compacte. Généralement, cette configuration-là aussi va permettre une dureté plus grande de la couche d'alumine. À l'inverse, l'image de droite représente une couche obtenue lorsque la dissolution par l'acide était beaucoup plus efficace. On voit que les pores sont plus ouverts dû à la dissolution latérale des zones hexagonales de couche d'alumine. Donc, lorsqu'on obtient ce genre de configuration-là, on va aussi, à l'inverse du premier cas, obtenir des couches plus friables, moins dures aussi. Il serait bien maintenant, à ce stade-ci, de décrire la réaction de dissolution de la couche d'alumine en contact avec le milieu acide de l'électrolyte servant à l'anodisation. Donc, la réaction précise est telle que représentée sur la diapo. Donc, l'alumine qui est formée va tout simplement être attaquée par les ions H+, définissant l'acidité de la solution, pour reformer des molécules d'eau ainsi que des ions d'aluminium. Donc, la réaction balancée veut qu'une molécule d'alumine réagisse avec 6 protons pour former 3 molécules d'eau et 2 ions d'aluminium qui rentrent en solution.
Ici, il est important de noter l'influence de l'ouverture des pores. Lorsque les pores sont élargis en fin d'anodisation, ça facilite l'opération de coloration qui vient après l'anodisation. Par contre, ça diminue la résistance à l'abrasion et la dureté de la couche. Tandis que des pores étroits, peu ouverts, la couche est à l'inverse plus dure. Par contre, il peut être impossible à faire l'opération de coloration. Il est à préciser ici que, comme je l'ai mentionné précédemment, l'acide, donc le caractère acide de l'électrolyte utilisé pour faire l'anodisation, crée, comme on l'a expliqué, un phénomène de dissolution de la couche d'alumine. Ce qu'il faut, par contre, comprendre, c'est que cette dissolution-là n'a pas lieu, bien entendu, de manière uniforme sur la couche d'alumine. Elle s'amorce en des points précis et avance vers le centre de la pièce. Donc, ce n'est pas une dissolution uniforme, mais plutôt localisée. L'image que vous apercevez ici montre bien l'amorce de la dissolution dans la couche d'alumine ainsi que son évolution. Donc, on voit bien que la dissolution, elle est concentrée, elle demeure concentrée en un point et évolue en profondeur vers la pièce métallique à l'intérieur de la couche d'alumine. En résumant, on rappelle donc qu'il y a deux phénomènes en compétition qui ont cours pendant l'anodisation, soit l'oxydation du métal pour la formation de la couche d'alumine et la dissolution par l'acide de l'électrolyte, par le caractère acide de l'électrolyte de cette couche d'alumine-là. Donc, les conditions d'opération permettent que la formation et la croissance de la couche puissent s'effectuer à un rythme supérieur à la dissolution. Donc, globalement, jusqu'à un certain point, jusqu'à l'obtention d'une certaine épaisseur maximale, la vitesse d'oxydation et de construction de la couche d'alumine est supérieure à la vitesse de dissolution jusqu'à l'atteinte d'une épaisseur telle que le courant électrique ne puisse plus passer et donc que la réaction d'oxydation puisse être arrêtée. En résumé, si la vitesse d'oxydation est supérieure à la vitesse de dissolution de la couche d'alumine, il y a donc évolution de l'anodisation. Si à l'inverse, la vitesse d'oxydation, donc de formation de la couche d'alumine, est inférieure à la vitesse de sa dissolution, ben, il y a dissolution. Si les deux vitesses sont égales, c'est ce qui arrive au terme de l'opération d'anodisation à partir de l'obtention d'une certaine épaisseur de couche d'alumine, mais plus rien ne se passe. Ce que vous voyez sur le graphique est tout simplement l'évolution de la tension électrique appliquée aux bornes entre donc la pièce anodisée et la cathode à partir du moment où l'anodisation est amorcée en fonction du temps. Donc on voit bien que très rapidement, la tension électrique au tout début est assez élevée. C'est dû au fait que la pièce d'aluminium, sa partie métallique, est donc fortement conductrice, est exposée à l'électrolyte, donc la tension et le courant sont très élevés au départ. Et la tension chute assez rapidement. C'est simplement dû à la couche d'alumine qui se forme, qui est l'alumine étant un oxyde métallique et donc isolant électrique. Donc la couche d'alumine qui apparaît provoque une chute de tension après les premières secondes, après le début de l'opération, mais se maintient après un certain temps dû, comme on l'a dit précédemment, à la création et au maintien des pores qui, à ces zones-là, la couche est très mince et donc la tension électrique peut être assurée, un certain passage du courant est assuré par la création et l'existence des pores dans la couche d'alumine. Et vous voyez ici deux courbes qui montent en même temps.
En plus de l'évolution de la tension en fonction du temps, on voit l'influence de la température de l'électrolyte. On remarque que la courbe correspondant à un électrolyte à 25 degrés C, la tension électrique chute davantage comparativement à une température de 20 degrés C. Ceci est dû au pouvoir dissolvant de l'électrolyte qui est fonction de sa température. Donc, un électrolyte plus chaud dissout la couche d'alumine de manière plus efficace. Donc, ça a une influence sur la tension électrique. Il faut donc admettre que le phénomène d'anodisation a une limite. On ne peut obtenir des épaisseurs supérieures à ce que le système est capable de nous fournir. Donc, il faut se rappeler qu'on en arrive forcément à une épaisseur maximale. Donc, ce n'est pas le cas du plaquage. En plaquage, on peut obtenir des épaisseurs théoriquement sans limite. Sauf que ici, on parle d'anodisation, création d'une couche d'oxyde non conductrice de courant. Donc, forcément, vient un stade où l'épaisseur de la couche est suffisamment épaisse pour bloquer complètement le courant et donc mettre un terme à l'oxydation du métal et donc à la construction de la couche d'oxyde. Nous aborderons maintenant ici les différents facteurs qui vont influencer la qualité de la couche d'oxyde, l'épaisseur, la compacité, l'ouverture des pores, la dureté de la couche, son, son aptitude à offrir une plus ou moins grande résistance à la corrosion à la pièce anodisée. Donc, vous avez ici la liste des facteurs que nous allons étudier de plus près à tour de rôle. La concentration de l'électrolyte, donc on parle de la concentration en acide, ça renvoie donc directement au pH de l'électrolyte, la température de l'électrolyte, le niveau d'agitation de l'électrolyte, la densité de courant utilisée, ainsi que le temps d'exposition, le temps d'anodisation. Donc, commençons par la concentration de l'électrolyte. La concentration en acide de l'électrolyte est un facteur extrêmement important. En réalité, il existe une concentration optimum. Si la concentration est trop faible, la conductivité de l'électrolyte devient trop faible et on va donc avoir une influence sur l'épaisseur à obtenir et sur la qualité de la couche. À l'inverse, si la concentration en acide est trop élevée, son pouvoir dissolvant sur la couche d'alumine formée va être trop élevé et encore là, encore ici, dans ce cas-là, on va obtenir une couche insuffisamment dense ou pas assez épaisse. Donc, mentionnons que la vitesse d'oxydation, elle augmente avec la conductivité de la solution, donc, et jusqu'à un maximum de 30%. Et pour permettre l'anodisation à un rythme raisonnable, une concentration en acide sulfurique de 20% est plutôt recommandée. Pour mieux montrer l'influence de la concentration en acide sulfurique, vous avez cette courbe qui montre l'influence de la concentration sur la conductibilité du bain. Donc, on voit bien que lorsque la concentration elle est insuffisante, la conductibilité elle est trop basse parce que ce sont les ions de l'acide, donc les ions H+, ainsi que les sulfates, qui assurent la conductivité de l'électrolyte. À l'inverse, lorsque la concentration est trop élevée, le pouvoir de dissolution va être beaucoup trop grand et on va aussi, encore une fois, conditionner la conductibilité de l'électrolyte. Deuxième facteur qui influence la qualité de la couche anodisée, en l'occurrence la température de l'électrolyte. Elle exerce une influence assez importante, surtout sur le pouvoir de dissolution sur la couche d'alumine. Normalement, on opère pour des températures de l'ordre de 20
21-22 degrés Celsius de l'électrolyte, donc la température ambiante. Si la température devient trop élevée, on va observer des pores trop larges, ça va conditionner la dureté de la couche d'alumine. Donc, comme je le disais à la diapo précédente, une température trop élevée d'électrolyte va générer des pores beaucoup trop larges. Ça va affecter la dureté de la couche et en plus, l'alumine va devenir plus effritable. On va avoir donc une couche plus détériorée de qualité plus médiocre. Mentionnons aussi que la température n'exerce pas beaucoup d'influence sur la conductivité du bain et sur la réaction d'oxydation. La température a une influence beaucoup plus grande sur le pouvoir de dissolution de la couche d'alumine et non pas sur sa construction. Donc, afin de compléter l'explication de l'effet de la température sur l'anodisation, vous avez ici deux images, deux profils de couches d'alumine qui ont été réalisés pour des températures différentes. Donc, l'image de gauche pourrait représenter le profil d'une couche d'alumine normale. Donc, vous voyez la couche avec les pores. Vous voyez qu'il y a une certaine ouverture assurée entre les différentes zones octogonales de la couche d'alumine. En comparaison, vous avez l'image de droite, couche d'alumine qui a été réalisée avec un électrolyte de température plus élevée que obtenu sur l'image de gauche. Donc, on remarque tout de suite que les pores sont beaucoup plus ouverts, signe du fait que la vitesse de dissolution était beaucoup plus élevée due à la température plus élevée de l'électrolyte. Donc, la couche d'alumine de droite est beaucoup plus fragile, plus cassant, plus friable, parce que les pores sont plus larges, les zones d'alumine sont plus minces. Le niveau de courant utilisé va aussi exercer une influence sur la couche d'alumine, en l'occurrence la densité de courant. Normalement, ce qui est utilisé en industrie comme paramètre de courant lors d'une anodisation, les densités vont tourner autour de 1,5 ampères par décimètre carré, avec une tension électrique de 16 volts et une température d'électrolyte de 19 degrés C. Donc, ce sont les paramètres les plus généralement employés qui donnent les meilleurs résultats en termes de qualité de couche anodisée. Bien entendu, si la densité de courant ou le courant est insuffisant, nous aurons de la difficulté à obtenir une anodisation efficace. Il faut donc assurer une tension électrique et un courant suffisant. Par contre, à l'inverse, si la tension électrique et le courant sont trop élevés, nous allons assister, dû à la résistance de l'électrolyte, à une augmentation de température trop importante de l'électrolyte, conduisant aux effets négatifs que nous avons expliqués plus tôt liés à une température d'électrolyte trop importante, en l'occurrence une dissolution de la couche d'alumine accélérée qui peut même dépasser la vitesse de la réaction d'oxydation. Donc, il est important d'assurer un contrôle de la tension et de la densité de courant à une valeur optimum. Précisons ici que pour assurer une densité de courant constante durant l'anodisation, nous assisterons à une variation de la tension électrique parce que la résistance elle-même va augmenter durant l'anodisation. On rappelle que l'alumine offre une résistance au passage du courant. L'alumine, l'oxyde d'aluminium et les autres oxydes métalliques ne conduisent pas ou conduisent très mal le courant. Donc, il est normal de penser que plus la couche d'oxyde va évoluer et donc prendre en importance lors du processus d'anodisation, plus la résistance du circuit va augmenter. Et donc, le circuit fournissant l'électricité au système va donc voir sa tension augmenter pour compenser pour l'augmentation de résistance du courant afin d'assurer une densité de courant relativement constante. Mentionnons aussi en même temps que la pièce anodisée, bien entendu, est connectée au circuit et les points de contact
les endroits où se situeront les points de contact ne verront pas d'anodisation à ces endroits. En ce qui a trait maintenant à l'influence du temps d'anodisation, ben, disons tout simplement que plus le temps d'anodisation est prolongé, plus épaisse sera la couche d'alumine jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Tout dépendant du contexte pour lequel on désire faire l'anodisation, certaines épaisseurs seront suffisantes, tandis que pour d'autres types d'utilisation, des épaisseurs plus importantes seront requises, comme par exemple dans un but uniquement décoratif avec coloration. Un temps de 10 à 20 minutes pour obtenir une couche entre 5 à 10 microns est suffisant. Pour une protection moyenne à la corrosion, 30 à 40 minutes seront requis pour obtenir des couches de l'ordre de 10 à 15 microns. Et pour des protections contre la corrosion plus élevée ou encore pour obtenir des résistances à l'usure optimum, 40 à 60 minutes seront nécessaires pour obtenir des épaisseurs de 15 à 25 microns. Notons au passage qu'on peut aussi, pour des temps un peu plus longs, obtenir des épaisseurs jusqu'à 30, voire même, dans certaines situations, 35 microns d'épaisseur. À titre indicatif sur l'influence du temps d'anodisation sur le volume ou l'épaisseur de la couche d'oxyde, on voit bien ici que le graphique montre très bien qu'il y a une relation parfaitement linéaire entre le temps d'anodisation et l'épaisseur ou le poids. Le graphique montre ici le poids de couche anodisée obtenue. Cet autre graphique montre encore une fois l'influence du temps d'anodisation sur l'épaisseur de la couche anodisée. Vous observez ici deux courbes. La première, elle est théorique. Elle ne tient pas compte de l'effet de dissolution par le caractère acide de l'électrolyte. Donc, la courbe du haut. Et vous avez la courbe pratique qui est plus basse. Le rythme auquel la couche d'anodisation se bâtit est plus lent qu'en théorie, dû au phénomène de dissolution de l'électrolyte. Mais dans les deux cas, on remarque bel et bien une augmentation de la couche de l'épaisseur en fonction du temps. Remarquez par contre pour la courbe inférieure qui, elle, tient compte du phénomène de dissolution de la couche par l'électrolyte acide. On voit à la toute fin de la courbe, on remarque une asymptote euh, qui, qui, euh, qui semble apparaître pour des temps plus longs, qui est donc le signe de l'effet du gain en résistance par un gain d'épaisseur de la couche d'oxyde qui réduit donc le courant de passage et la vitesse d'oxydation du métal. Le contrôle du bain est un aspect important pour assurer la stabilité et le succès des opérations d'anodisation en regard des critères exigés. Ce contrôle-là, on va se faire par deux techniques, par hydromètre de densité au niveau du niveau d'acide et pour le contrôle de la teneur en aluminium, la technique généralement utilisée va être tout simplement une technique de titration. Et tout dépendant des exigences que l'on donne au niveau de qualité et d'épaisseur de la couche d'alumine, les valeurs maximum tolérées ne seront pas les mêmes, comme par exemple une anodisation pour une application dite décorative pour laquelle on a vu que les épaisseurs exigées étaient plus basses. Le maximum toléré au niveau du sulfate d'aluminium, qui est la forme sur laquelle se retrouve l'aluminium dans l'électrolyte, sera de 45 grammes par litre, tandis que cette tolérance-là va être plus élevée dans le cas où on opère une anodisation dans le but de faire une couche plus compacte avec des pores plus restreints. Dans ce contexte-là, le maximum en aluminate sera de 80 grammes par litre. Pour résumer l'effet des paramètres sur l'anodisation,
Dans cette diapositive, il y a un tableau qui permet de bien condenser les différents facteurs que l'on a étudiés. Vous avez par exemple les différents paramètres d'opération que l'on vient tout juste d'aborder, la concentration en acide, la température de l'électrolyte, la densité de courant ainsi que la durée de vie, sur à la fois la vitesse d'oxydation et donc de la formation de la couche d'oxyde d'alumine, et d'autre part, l'influence de ces paramètres d'opération-là sur la vitesse de dissolution. Quand on regarde la concentration, nous avions dit que la concentration en acide, lorsqu'elle était trop basse ou trop élevée, la vitesse d'oxydation était plus basse, donc il y a un point optimum à respecter, tandis que pour ce qui est de la dissolution, elle ne cesse de croître lorsque la concentration en acide croît. D'où l'importance, donc, comme nous l'avions vu précédemment, qu'une concentration à la fois trop basse ou trop élevée et donc entraîne des inconvénients au niveau du processus d'anodisation. La température, nous avions vu qu'elle a un effet nul sur la vitesse d'oxydation. Par contre, elle augmente grandement la vitesse de dissolution. On le voit bien dans le tableau, il y a 3 flèches. Donc, plus il y a de flèches, plus le paramètre a un effet important sur la vitesse du processus. La densité de courant, nous avions vu qu'a un effet important sur la vitesse d'oxydation et de construction de la couche d'alumine, mais aussi a un certain effet sur la vitesse de dissolution de cette couche d'alumine-là. Et nous avions aussi vu finalement que la durée, plus l'anodisation est longue, plus l'oxydation est prononcée, plus la couche d'alumine est importante, mais aussi la dissolution a aussi plus le temps d'agir. Pour observer encore plus en détail l'influence des principaux paramètres, en l'occurrence la densité de courant ainsi que la température de l'électrolyte, nous avons ce graphique qui finalement résume les effets de ces deux paramètres-là sur la qualité de la couche d'alumine. Donc, nous allons étudier 3 domaines rencontrés, donc 3 domaines de paramètres, et à chaque fois décrire l'effet que ça apporte sur la couche d'alumine. Donc, nous avons 3 domaines que nous allons décrire à tour de rôle. Donc, la couche discontinue, la couche continue homogène et dure, et aussi la couche hétérogène ou couche pulvérulente. Parlons tout d'abord des conditions amenant à une couche discontinue. Donc, une couche discontinue, c'est quoi exactement? Ben, c'est une couche d'oxyde d'épaisseur régulière avec des manques d'anodisation dus à la dissolution. Et même que ce domaine-là concerne aussi la possibilité qu'il y ait attaque du métal de base. Donc, on va obtenir ces résultats-là pour des densités de courant généralement supérieures à 3 ampères par décimètre carré. Cependant, la température exerce aussi un effet sur l'obtention des couches discontinues. On remarque selon la courbe que plus la température est élevée de l'électrolyte, plus la densité de courant amenant à des couches discontinues est basse. Donc la température renforce l'effet de l'apparition des couches discontinues. Il renforce l'effet d'une densité de courant trop élevée. Tout à fait à droite du graphique, nous avons le domaine concernant l'obtention de couches hétérogènes ou couches pulvérulentes. Donc, qu'est-ce qu'une couche hétérogène ou pulvérulente? C'est une couche d'oxyde qui est mou, irrégulière, très poreuse, sans valeur protectrice. Et dans quelles conditions allons-nous avoir tendance à avoir ces couches de piètre qualité? Ben, c'est la température qui joue surtout un rôle ici, une température trop élevée, généralement les températures supérieures à 28 degrés C vont assurément conduire à ce type de couche d'alumine que l'on ne désire évidemment pas.
ce qui nous amène finalement à connaître les paramètres qui vont nous apporter des couches d'alumine de qualité désirée. Généralement, nous voulons avoir une couche régulière, homogène et dure, donc c'est l'objectif à atteindre. Ça correspond au domaine dans la partie gauche inférieure du graphique, identifié bien entendu par couche continue, homogène et dure. Donc on remarque que pour obtenir ces couches d'alumine désirées, il ne faut pas opérer à des densités de courant trop importantes, donc se limiter en bas de 3 ampères par décimètre carré. Et aussi contrôler, bien entendu, la température, ne pas dépasser généralement 22-24 degrés Celsius, ce qui nous permet d'obtenir des couches d'alumine de qualité acceptable.